Comédien et metteur en scène, Christophe Hels nous a rejoint. Ça va, Christophe? Ça va. Pierre Nuss à vos côtés qui va vous faire passer, on va enjamber aujourd'hui le Rhin avec une super histoire et je te remercie de l'avoir écrite pour nous et pour Alsace 20. C'est le pont du Rhin dans son histoire. C'est l'histoire du pont du Rhin, effectivement, qui est finalement récent entre Strasbourg et Kiel. Il y en a eu d'autres sur toute l'Alsace. On se concentre sur ce symbole de réconciliation franco-allemande. Au début, la traversée du Rhin, c'était un petit peu compliqué. Il fallait prendre un bateau ou même traverser à pied. Parce qu'il faut savoir que le Rhin a souvent été à sec ou alors complètement gelé. Vous voyez ici une carte fluviale du Rhin en 1725. Vous voyez sur la droite les nombreux bras et canaux du Rhin. C'est un petit peu compliqué. Vous imaginez c'est pas les crues, les inondations, la force du courant. On peut quand même imaginer plein de choses. Le Rhin part dans tous les sens, ce qui explique que le premier pont sur le Rhin voit seulement le jour en 1333. Et c'était un pont par bateau. Des bateaux en latéral avec des planches par-dessus qu'on traversait. C'était très très mobile. C'était très malin. En 1388, parce que un pont, c'est forcément fiscalement très intéressant, on construit la Langbroek, le pont long. 1388, le premier pont en dur, il serpente entre trois îles. À peu près le port du Rhin actuel, on voit Strasbourg au fond. Et donc il serpente entre ces trois îles, ça permet d'avoir un pont en bois stable. C'est quand même drôle en 1388 de voir effectivement la cathédrale millénaire. Forcément, elle était là, mais ça fait bizarre. Déjà là. Ça fait bizarre, effectivement. L'Alsace était dans le Saint-Empire romain germanique, donc avoir une frontière au sein de l'Empire, ça faisait désordre. Donc il fallait vraiment créer ce pont. Et ce pont va être en place, utilisé jusqu'après la Révolution française. Le même trajet, effectivement, pas le même pont parce qu'il a brûlé, il a été emporté par les inondations, le courant, des guerres. À chaque guerre environ, il a brûlé. Il partait. Au XVIIe siècle, après la guerre de 30 ans, le fleuve devient une frontière franco-allemande. Sauf que Kiel et sa région proche appartiennent aussi encore à la France. Donc, on traverse pas la frontière en fait. On traverse pas la frontière, mais c'est le pont qui va faire office de frontière parce que c'est beaucoup plus facile à garder. Donc la frontière se situait à ce point précis déjà. Ce dernier, donc c'était beaucoup plus simple à défendre. Kiel redevient allemand en 1698, mais en 1796, on va construire un nouveau pont. Un nouveau pont, le pont Napoléon. Très joli. Malheureusement, dès 1816, il devient complètement inutilisable. Donc on va revenir au pont de bateau, encore une fois. Et ni la France ni l'Allemagne ne vont vouloir créer un pont en dur une nouvelle fois pour des raisons militaires et stratégiques. Alors on a vu tout à l'heure votre Rhin avec ses bras multiples. En 1850, on va mettre des digues. On va rendre les choses un petit peu plus cartésiennes. Oui, on gagne du terrain. On va faire des ponts plus courts. En 1897, un super pont avec un tramway aussi, une prolongation vers Kiel, 234 mètres de longueur. On a gagné 100 mètres de terrain. La voie de circulation large de 7,8 mètres, 2 trottoirs. Alors c'est très drôle parce que ce pont, on a coupé le tramway en 1920 et maintenant on y retourne entre Strasbourg et Kiel. On va refaire un tramway. Et ça va durer donc jusqu'en 1920. On arrive à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Seconde Guerre mondiale, c'est vous qui l'avez dit. À chaque guerre, il y a plus de pont. Que se passe-t-il à la Seconde Guerre mondiale? Les Français dynamitent le pont ouest. Le pilier ouest, c'est fini. L'armée allemande reconstruit un contrebas. En 44, le vent tourne, donc l'armée allemande fait sauter tous les piliers, incendie le pont de bois. Il faut tout recommencer. Un nouveau pont en 1951 est ouvert à la circulation, qui est provisoire parce qu'on se dit le trafic ça va jamais tenir avec toutes les voitures. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il y a une super structure de soutien en acier qui prévoyait 2 voies et 2 trottoirs. Sauf que c'est du provisoire qui a duré. Ça a duré effectivement. Les plans ont été gardés. Ça a quand même été reconstruit. En 1958, on établit des fondations, une pile centrale qui s'enfonce de 18,50 m sous le niveau du Rhin. Il y a aussi 10 000 mètres cubes de béton et 350 tonnes d'acier sur ce nouveau pont de l'Europe. On l'a décoré avec du granit du Schwarzwald, de la forêt noire, et ça a été fait par les établissements Seibert de Saarbrück. Donc ce pont est achevé en avril 1960. C'est le symbole de la réconciliation franco-allemande. La longueur du tablier, le pont central, c'est 245 mètres et 40 cm, 18 mètres et demi de large. Tous les jours, entre 30 et 40 000 personnes le traversent. Vous y penserez la prochaine fois que vous traverserez le pont de l'Europe. Il y a plein de gens qui sont occupés de ce pont-là. Voilà, Christophe Hels, un pont que vous n'aviez jamais vu comme ça.
Non, mais j'ai remarqué en allant vers Kehl qu'il y avait des travaux sur le pont principal. C'est le tram. Ah bah c'est le tram. C'est le tram qui arrive. Voilà. Alors Christophe Hels avec nous, qui est comédien, qui est metteur en scène, qu'on connaît bien ici en Alsace, et vous présentez Anachronique. Vous êtes en résidence actuellement du côté de Lykirch. Anachronique de René de Obaldia. Alors c'est pas de René de Obaldia. René de Obaldia, c'est celui qui a été en quelque sorte votre muse. Oui, René de Obaldia, c'est une figure planétaire du théâtre. Il a 96 ans et il a écrit une merveille. Ça s'appelle Les 7 Impromptus. Et moi, je me suis plongé dans cet univers et j'ai réalisé un montage original, unique, voilà, qu'on va donner. À partir des textes d'Obaldia. À partir, bien sûr, des textes de René de Obaldia et avec son soutien et son aval, puisque je l'ai rencontré à Paris en juin 2014. Alors justement, rencontre intellectuelle avec lui ? Les deux. Dans un premier temps... On dit mon général. Comme j'en avais un avant. Ah oui. Les deux, mon général, oui. Mais il est parti, le général. Non, les deux, parce que dans un premier temps, la première heure, nous avons parlé poésie, bien entendu. C'est un homme qui a traversé le siècle, qui a travaillé avec Jean Vilar, avec Michel Simon, avec Gérard Philippe, avec Louis Jouvet. Ah ouais, voilà, avec nos grands maîtres du théâtre du XXe siècle. Donc, dans un premier temps, la première heure, voilà, on a parlé de théâtre. Mais la deuxième heure, on a parlé d'autre chose, parce que hélas, il a perdu sa femme il y a très peu de temps. Tout ça pour vous dire que la deuxième heure, on a parlé d'amour et que c'était très émouvant et que dans son écriture, il y a beaucoup d'amour. Alors ce monsieur, c'est quand même le doyen de l'Académie française, il a 96 ans et en fait, il va vous faire l'honneur, je le considère comme ça, de venir pour la première. Alors non, pas pour la première, mais enfin, il nous fait l'honneur de venir en Alsace. C'est une organisation... C'est vendredi prochain, je crois. Oui, c'est ça, le 13 mars. Il y a une rencontre avec les spectateurs à 19h à l'Iliade, le 13 mars. D'accord. C'est un événement. Et l'organisation est au cordeau, hein, c'est minute par minute. Car c'est un monsieur, encore une fois, très vif intellectuellement, très drôle. Mais enfin, il a quand même son âge, donc on va y prendre soin. Et on s'aime beaucoup avec René de Obaldia. C'est quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un qui, chez lui, voilà, j'étais chez lui, Jean d'Ormesson... son collègue Jean d'Ormesson l'a appelé, il m'a imité Giscard d'Estaing. Il est très simple, il est très drôle, il est très pétillant, il est très vif. Et puis c'est quelqu'un qui est un humaniste extraordinaire. Et alors, il va surtout découvrir Anachronique, qui sont donc 7 bouts de texte, des coups de cœur, j'imagine que vous avez eus. C'est ça, et là avec bien sûr le fait de jouer devant un auteur, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière. Je peux vous dire que c'est toujours très particulier. Oui. On a un peu peur quand même. Oui, j'ai joué devant la petite fille de Jacques Prévert, je me souviens, Eugénie Prévert. Il y a eu Ursula Vian-Kubler, la deuxième femme de Boris Vian. Il y a eu Jean-Michel Ribes au Festival d'Avignon 2005. Pour ça, pour dire que jouer devant un auteur, c'est toujours particulier, mais quel honneur et quel plaisir de le recevoir. Dernier point, en quoi ce monsieur de Obaldia, encore une fois une grande figure, 96 ans, nous éclaire sur le monde actuel quand on regarde le théâtre, quand on regarde la société. Et parce qu'un grand auteur ne se démode pas. Un grand auteur parle de thématiques humaines et profondes qui nous touchent tous les jours. Un grand auteur est toujours d'actualité et c'est le cas de René de Obaldia. C'est quoi ce qui le caractérise? C'est quoi sa patte? Deux choses. Le mystère, c'est-à-dire que le mystère et le plaisir, parce qu'il aime les gens, il aime les acteurs, et pour lui le théâtre est un lieu de fête, est un lieu jubilatoire, et son humour est très fin. Le mystère et l'humour. Il n'a pas participé à l'écriture, il n'a pas eu un regard sur votre écriture. Alors sur mon montage, il a donné son aval, mais non, il n'a pas participé à mon montage directement, mais il a donné, disons, son assentiment sur mon travail. Oui. Voilà, alors je voudrais qu'on revoie juste l'affiche encore, Théâtre Lumière, que vous portez, Christophe Hels. Cette pièce de théâtre, c'est les 10, 11, 12 et 13 mars. Voilà, cette Anachronique de René de Obaldia, grand monsieur de la culture et du théâtre en France. Merci à vous. Merci.